constaté avec amertume que la tombe ou le tombeau du héros national Ernest Ouandié a été profané, saccagé par des voyous dans le but certainement de provoquer ou de passer un message. Donc vous voyez tout le construit qu'il y a autour du discours de cet énergumène qu'on appelle Elimbi Lobé. Vous avez vu que tout ce construit est en train de se matérialiser. Cela ne se limite plus seulement aux paroles sur les plateaux de télévision, mais également par des actes. La haine qu'on est en train de construire au Cameroun contre le peuple bamileke, il faut le préciser, c'est un constat, c'est un fait. La haine qu'ils sont en train de construire au Cameroun contre le peuple bamileke se matérialise au fur et à mesure que le temps passe. Le dire, ce n'est pas exagéré. Au contraire, je minimalise même les choses parce que si je parle encore de haine aujourd'hui, c'est que je suis encore en train de minimaliser. En réalité, c'est une envie meurtrière contre des personnes juste à cause de leur appartenance ethnique ou tribale. Cela se fait au vu et au su de tout un chacun au Cameroun et sur le plan international. D'ailleurs, j'ai suivi une sortie de Kémy Séba où il était tellement remonté et en colère contre ce discours de haine tribale à l'encontre du président Maurice Kamto. Il précisait qu'il faut attaquer Maurice Kamto par rapport aux idées qu'il propose et non par rapport à son ethnie. Parce que ceux qui se comportent comme ça ne sont pas moins que, en fait, ne sont pas différents des animaux. Ceux qui s'attaquent aux gens à cause de leur appartenance ethnique ou tribale ne sont pas différents des animaux. Parce que c'est un comportement animalier. Pire même que des animaux, parce que les animaux ont une certaine classe comparée aux haineux tribalistes. Et donc le spectre du Rwanda est en train de planer au Cameroun. Il ne se limite pas, n'est-ce pas, à chasser des Camerounais d'une partie du Cameroun à cause de leur appartenance ethnique, mais ils vont jusqu'à profaner le tombeau d'un héros national qui s'est battu et qui a accepté de mourir pour la cause de son pays. Je vous rappelle ici que Ernest Ouandié ne se battait pas contre les Camerounais, mais il se battait contre des Français, contre les colons français. Allez donc m'appeler les gens qui disent tous les jours que Biya est un panafricaniste. Pourquoi est-ce que les gens que Biya a nommés sont en train de profaner le tombeau des héros nationalistes qui ont combattu contre le colon français, qui ont versé leur sang contre le colon français et qui sont morts pendant la bataille contre le colon français. Et pourtant, un héros comme André Blaise Essama a été emprisonné plusieurs fois juste parce qu'il déboulonnait les statues du colon français. Notamment la statue du général Leclerc et de tous ces colons français qui ont fait du mal au peuple camerounais. André Blaise Essama s'est donné pour mission de détruire toutes les statues et les monuments qui rappellent la France et les colons français qui mataient les Camerounais à l'époque. André Blaise Essama a écopé de plusieurs années de prison à plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Parce que André Blaise Essama va dans une rue qui s'appelle par exemple la rue Général Leclerc. Il va retirer la plaque qui nomme la rue. Il dit cette rue doit s'appeler la rue peut-être Martin Paul Samba. On arrête
André Blaise Sama, on le juge et on le condamne. Parce qu'il a dit qu'une rue au Cameroun doit porter le nom d'un héros camerounais au lieu de porter le nom d'un colon français. Pas une fois, pas deux fois. André Blaise Sama a déboulonné les statues des colons français pour mettre à la place de ces statues de colons français la statue, n'est-ce pas, de Djongo Foncha, un héros nationaliste camerounais. Il a été arrêté, il a été envoyé en prison. C'était la dernière fois où il était en prison, là, il y a de cela quelque temps. Et on va me dire qu'en réalité, Paul Biya est un panafricain. Voilà donc les gens que Paul Biya a nommés, qui sont en train de traiter un héros reconnu sur la planète africaine comme étant un héros en son temps, parce qu'il a combattu farouchement le colon français. Je vous rappelle que les cibles d'Ernest Ouandjé, c'était les colons français. Dois-je vous rappeler que c'est un commandant français qui était le commandant du peloton d'exécution en 1971 à Bafoussam, lorsque Ernest Ouandjé a été exécuté devant plus de 40 000 personnes. Le président Maurice Kamto était présent dans la foule. Il s'en rappelle toujours comme si c'était hier, parce que c'était un acte d'une extrême cruauté. La décision de l'exécution d'Ernest Ouandjé ne venait pas moins de l'Élysée. C'est-à-dire que la décision de l'exécution d'Ernest Ouandjé venait de l'Élysée. L'Élysée a dit qu'on doit tuer Ernest Ouandjé et il n'y a pas de débat dessus. Et l'Élysée a mandaté, n'est-ce pas, quelqu'un, un Français, il s'appelle comment? C'était qui même encore celui-là? Ou c'était Mesmer, je ne sais plus, pour aller suivre cette affaire jusqu'à la fin. Et celui qui a conduit le commandant du peloton d'exécution, celui qui a conduit le commandement du peloton d'exécution, c'était un officier français. D'ailleurs, c'est lui qui a visé la dernière balle dans la tête d'Ernest Ouandjé. Au moment où Ernest Ouandjé, après avoir encaissé toutes les balles qui lui étaient destinées, avant de pousser son dernier souffle, a bien dit ceci: l'histoire dira que le combat soit continué par les autres. Que Dieu bénisse le Cameroun. Vive le Cameroun. C'était les derniers mots d'Ernest Ouandjé quand il était couché ayant encaissé toutes les balles qu'il a encaissées. Et ce commandant français qui commandait le peloton d'exécution est venu et lui a mis une dernière balle dans la tête devant plus de 40 000 personnes. Une façon de dire aux Camerounais, soit vous vous taisez, soit vous subissez le même sort. Donc, rien que pour ça, chaque Camerounais devrait se sentir en colère. En colère. Parce que là, c'est votre identité qui est menacée. Au-delà de cette haine viscérale que ces gens construisent contre les Bamileke. Ces Bamileke d'ailleurs qui sont ce que moi j'appelle toujours le bouc émissaire. Ces Bamileke qui sont le bouc émissaire. Ils font tout et tout pour continuer le travail que les colons avaient commencé. Parce que dois-je vous rappeler une fois de plus que le premier ennemi du colonisateur français à l'époque, c'était le Bamileke. D'ailleurs, ils en ont vu des vertes et des pas mûres. Au point où ils ont dit que le Bamileke vraiment est le caillou dans la chaussure du Cameroun. Parce que ce sont les Bamileke qui ont empêché à une certaine époque les soldats français de poser un certain nombre d'actes. Pour eux, ils disent que ce sont les Bamileke. Or, dans la lutte nationaliste, toutes les régions du Cameroun étaient représentées.
Mais on ne comprend toujours pas pourquoi les gars indexent principalement les Bamileke. C'est ça qui continue aujourd'hui. C'est ça qui continue aujourd'hui. Et je vais vous dire un truc, mes chers frères et sœurs. Ce que ces gens font, ils le font exprès. Et si vous pensez un seul instant qu'ils vont s'empêcher de verser du sang, détrompez-vous, parce qu'ils en sont capables. Pour maintenir leur pouvoir, ils sont prêts à tout. La profanation du tombeau d'Ernest Ouandji est un message. C'est une énième provocation dans le but de nous pousser à la faute. Sauf que nous avons lu ce jeu depuis. C'est pour ça que nous disons, ne réagissez pas. Au contraire, rassemblons-nous autant pour moi pour reconstruire ce tombeau. Parce que n'oubliez pas, si nous sommes toujours dans la réaction, surtout dans un moment aussi crucial, ça veut dire que ce sont les autres qui mènent la danse. Or, normalement, c'est nous qui menons la danse. On ne va pas céder à leur énième provocation. On va reconstruire le tombeau d'Ernest Ouandji encore plus grand, encore plus beau. S'ils veulent qu'ils viennent casser de nouveau. Mais ce qui est sûr, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître. Ce qui veut dire quoi? Notre rage là, je vous invite à la contenir pour attendre l'élection légitime qui est l'élection présidentielle. Et quand l'élection présidentielle arrivera, déversez toute votre rage dans le but de mettre à la tête du Cameroun l'homme qu'il faut, Maurice Kamto. N'ayez jamais peur de le dire. Hein. Quelqu'un vous sort les histoires de que non, attendez, machin, tu lui dis stop. C'est Maurice Kamto qui est le futur président de la République. N'ayez jamais peur de le dire. Nous allons mettre Maurice Kamto au pouvoir. Et ensuite, la justice va sévir. Ce qu'ils veulent amener au Cameroun là, ça ne passera pas par nous. C'est pour ça d'ailleurs que dans ses discours, Maurice Kamto les met toujours face à leurs responsabilités en disant si vous voulez le chaos, c'est vous qui l'aurez voulu, pas moi. Si vous voulez le désordre, c'est vous qui l'aurez voulu, pas moi. Et lorsqu'on observe les agissements des gens du RDPC, ils veulent à tout prix s'aimer le chaos. Notre rôle, c'est d'éviter au maximum qu'on en arrive là. Mais si on arrive là, on va assumer jusqu'à la gare. Donc, n'ayez jamais peur, pour clôturer cette parenthèse, de dire que c'est Maurice Kamto qui est le futur président de la République du Cameroun. Un autre point. Si les gens vous disent que les Bamileke veulent renverser Paul Biya, dites-leur oui. Parce qu'à ce moment, vous considérez le Bamileke comme celui qui veut le bien du Cameroun. Paul Biya est un ennemi du Cameroun. Donc si dans tout le Cameroun, il n'y a que les Bamileke qui veulent renverser Biya, qui ont constaté que le Cameroun va mal et qui veulent faire ce qu'il faut, le mal est où là-dedans? Il faut souvent leur poser cette question. Ne vous justifiez pas. Parce que là, on ne va plus prendre le mot, je vous ai déjà expliqué ça. On ne va plus prendre le mot Bamileke comme étant la définition d'une ethnie, non. On va prendre le mot Bamileke comme étant les gens qui se lèvent contre ce régime dictatorial et sanguinaire, ce régime barbare et néocolon. Tout simplement. Cela veut dire que vous tous, vous êtes Bamileke, tous qui êtes dans cette lutte. Parce qu'en réalité, c'est ça. Ça veut dire que vous tous là, qui êtes dans cette lutte, vous êtes Bamileke. Tout simplement. Parce que, comme je dis encore, je répète, ça veut dire qu'à ce niveau, Bamileke ne signifie plus appartenance ethnique à une tribu ou quoi. Non, non.
Bamileke veut dire l'opposant à Biya. Tout simplement. Et ce sont eux qui le disent, ce n'est pas nous. Donc nous, on riposte. Voilà. L'attaque du tombeau de Ernest Ouandié, organisée par ces gens, les Limbilobe, qu'on a mis devant pour ce sale boulot et tout là, avait pour but, je sais que vous le savez, de nous faire réagir brutalement. C'est quand même curieux, hein? Des gens qui ont passé leur temps à torturer les Camerounais, à éliminer les Camerounais, nous accusent, nous qui n'avons jamais ôté la vie aux Camerounais, d'être ceux-là qui sont barbares. Et ce sont eux qui sont toujours dans la provocation. Hein. C'est-à-dire qu'on est resté là comme ça, là, bam, le matin on se lève, on voit qu'ils sont partis saccager le tombeau de Ernest Ouandié. Le tombeau de Ernest Ouandié vous a fait quoi? Le tombeau de Ernest Ouandié vous a fait quoi? Pour les Africains qui nous suivent, je vais un peu vous dire un truc. Qui était Ernest Ouandié? Je vous fais une petite lecture. Que chacun comprenne bien. Une petite lecture. Ernest Ouandié. Et vous allez comprendre. Ernest Ouandié était un leader de la lutte pour l'indépendance du Cameroun. Rien qu'à la première phrase là, vous avez déjà tout compris. Ernest Ouandié était un leader de la lutte pour l'indépendance du Cameroun dans les années 1950, qui a continué à résister au gouvernement du président Ahidjo après que le Cameroun ait obtenu une indépendance nominale par le président français Charles de Gaulle et le Parlement français le 1er janvier 1960. Je vous explique ce paragraphe pour que chacun d'entre vous comprenne bien. J'ai déjà eu à expliquer ça même sur Facebook et autres, mais je vais bien vous expliquer ce qui s'est passé en cette période-ci et pourquoi la lutte a continué. Aujourd'hui, vous faites face à ce que vous appelez la guerre en Amazonie. Est-ce que vous savez donc que pendant que le colon français et Ahidjo étaient en train de vouloir, c'est-à-dire quoi, déclarer une pseudo-indépendance du Cameroun qu'on avait appelé à l'époque la République du Cameroun, le Cameroun français francophone, les Oumniobé, eux, de leur côté se battaient, les Oumniobé, les Ernest Ouandié et consorts, de leur côté ne se battaient pas pour l'indépendance à ce moment-là, mais pour la réunification des deux parties du Cameroun qui avaient été partagées entre l'Angleterre et la France. Avant de parler d'indépendance, si le processus de Oumniobé, Ernest Ouandié et ses amis, ses camarades de lutte avaient fonctionné, on ne devait pas avoir la lutte, la guerre amazonienne qu'on a aujourd'hui. À l'époque, il y avait donc deux Cameroun. Cameroun francophone, le Cameroun anglophone. C'était le territoire camerounais qui avait été divisé avant, quand l'Allemagne avait perdu la guerre. N'est-ce pas, on a mis le Cameroun sous tutelle anglaise et anglo-britannique. Quand vous regardez le côté du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, ça s'étendait jusqu'au nord, jusqu'au lac Tchad. Ça partait du fleuve Amba jusqu'au lac Tchad. C'était séparé en deux. Il y avait le Northern Cameroun et le Southern Cameroun. Et ensuite, il y avait l'autre partie qui avait été donnée aux Français on appelait à l'époque le Cameroun français, sous tutelle française. Ahidjo et ses amis français géraient cette partie du Cameroun-là. C'est-à-dire, c'était les André-Marie Mbida et tous ces gens-là. Ils géraient cette partie du Cameroun, cette partie du territoire camerounais, l'ancien Cameroun allemand qui avait été, c'est-à-dire une partie du territoire avait été donnée à la France et l'autre à l'Angleterre. Les Oumniobé que vous entendez, les Ernest Ouandié, les Félix Moumi et consorts, à l'époque, étaient en train de se battre pour que l'ancien Cameroun qui avait été divisé là se réunisse d'abord, avant qu'on parle d'une indépendance. Que l'indépendance n'était pas la solution. Si une partie du territoire camerounais obtenait l'indépendance sans s'être réunie avec l'autre, ça devait être vraiment un Cameroun fractionné. Et donc les nationalistes, Ernest Ouandié, Félix Moumi, Oumniobé,
tous ces gens-là se battaient pour qu'on retrouve d'abord au moins la partie qu'on appelait Cameroun, parce qu'on avait le Cameroun francophone, franco-britannique, ou c'était le Cameroun oriental, je ne me trompe pas, et le Cameroun occidental. Mais comment est-ce que des gens peuvent aller travailler sur une indépendance sans réfléchir d'abord sur comment réunir les deux Camerouns qui avaient été divisés? Ça, c'était le travail que Oumniobé et Ernest Ouandji étaient en train de faire. Mais les Aïdjo, comme ils étaient à Var à l'époque, ils ont dit non. Nous, on ne regarde pas le côté anglophone. Nous, notre territoire, c'est le territoire que nous, on connaît, le Cameroun francophone. C'est tout. Ils ont donc fait leur marmaille avec la France à l'époque. Et donc, c'est pour ça que vous entendez que le président français Charles de Gaulle et le Parlement français, n'est-ce pas, avaient donné une indépendance nominale au Cameroun. Et cette indépendance qu'on a eue le 1er janvier 1960, je vous rappelle encore, c'était le Cameroun, c'était occidental, oriental ou occidental, rappelez-moi encore, mais c'était le Cameroun français. Et ils ont appelé ça la République du Cameroun. Ça n'avait rien à voir avec le Cameroun anglophone. Donc vous voyez que c'était déjà un problème. Et les Ouandji, les Oumniobé et consorts avaient compris la supercherie. C'est pour ça que la lutte a continué. Parce que leur lutte, c'était de réunir les deux Camerouns. C'était leur lutte. Mais pas dans les conditions qu'on a vues en 61, là, non. Il fallait d'abord réunir les deux Camerouns avant de proclamer l'indépendance. Ça aurait tout changé. Mais je dis, c'est quoi les chapeaux des westerns et tout. Merci beaucoup les gars. Ça devait changer beaucoup de choses dans l'histoire du Cameroun. Si on avait d'abord réunifié les deux Camerouns qui avaient été divisés avant de proclamer l'indépendance du territoire national. Cela n'a pas été fait. Et donc on a eu ce qu'on appelle une pseudo-indépendance d'une partie du territoire camerounais. Et c'est à ce moment-là que la lutte a continué. Parce qu'en réalité, c'était une pseudo-indépendance. Ce n'était pas une indépendance du tout, étant donné que la France continuait de gouverner le Cameroun à partir de l'Élysée. Via leur sous-fifre qui s'appelait à l'époque Amadou Ahidjo. La France continuait de dominer dans les institutions, partout au Cameroun. C'est la France qui prenait presque toutes les décisions. En fait, pas presque, qui prenait toutes les décisions à cette époque-là. Ernest Ouandji, que vous voyez là, a continué la lutte après que ses camarades se soient fait assassiner. Il a continué la lutte pour une réelle indépendance. Parce que le gouvernement qui a été mis en place après la pseudo-indépendance n'était pas un gouvernement indépendant. Il dépendait, toutes les décisions venaient de la France. La preuve, quand Ernest Ouandji s'est rendu, c'est la France qui a décidé de son exécution. La France a envoyé un émissaire au Cameroun pour s'assurer qu'il soit exécuté. Et c'est un commandant français qui a conduit le peloton d'exécution. En 71, c'était plus précisément le 15 janvier 71 à Bafoussam. Donc ce sont les Français qui voulaient en finir avec Ouandji parce que Ouandji leur avait donné du fil à retordre. Le problème, c'est que les Français avaient donné une pseudo-indépendance au Cameroun, en fait, une indépendance nominale, comme vous entendez bien, nominale. Une indépendance nominale au Cameroun. Mais en réalité, au fond, c'est la France qui gérait tout. D'ailleurs, le problème anglophone, je vous ai expliqué. Je vous ai expliqué exactement ce qui s'est passé. D'un côté, vous avez, en 1960, la République du Cameroun qui obtient son indépendance le 1er janvier 1960. Et de l'autre côté, vous avez le Cameroun anglophone qui n'avait strictement rien à voir avec les accords français, que le Cameroun avait la France, que ce soit les accords militaires, les accords monétaires et tous les accords que vous connaissez là. Le Cameroun anglophone, le Southern et le Northern Cameroun n'avaient rien à voir avec les accords que la France avait signés
avec ceux qui géraient le Cameroun francophone. Donc, ils ont obtenu l'indépendance. C'était 425 000 km², appelé la République du Cameroun. Quelque temps après, ils ont découvert qu'il y a le pétrole du côté du Cameroun anglophone, de Limbe et consorts. C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à réfléchir. La France a commencé à réfléchir que, mais donc je vais rater le pétrole là. Non, il faut qu'on trouve une stratégie pour récupérer cette partie du territoire camerounais. C'est comme ça qu'ils ont commencé les démarches. Le Northern et le Southern Cameroun, appelé le Cameroun anglophone, ont eu un référendum. On leur a demandé que, bon, vous voulez rejoindre le Nigeria ou rejoindre le Cameroun qui est déjà indépendant, la République du Cameroun. Le Northern Cameroun a décidé de rejoindre le Nigeria parce qu'il savait que les Français, c'est des malhonnêtes. Mais le Southern Cameroun, avec Django Foncha, ont décidé que non, nous on veut rejoindre plutôt nos anciens frères d'hier. Comment est-ce qu'on va aller au Nigeria et tout. C'est comme ça là que le Southern Cameroun, appelé le Cameroun anglophone aujourd'hui, là, que vous appelez le nord-ouest et le sud-ouest, là, c'était le Southern Cameroun. Ils ont donc rallié en 1961 la République du Cameroun pour former ce qu'on a appelé à l'époque la République fédérale du Cameroun. La constitution à l'époque était claire. Toute tentative de modification de la constitution, de la forme de l'État est irrecevable. La constitution était claire en 61. C'était le 1er octobre 1961. Vous voyez un peu? La constitution était claire à ce niveau. Et donc, de la République du Cameroun, qui avait obtenu son indépendance le 1er janvier 1960, plus les 50 000 km² qui l'ont rejoint en 61 pour former la République fédérale du Cameroun. Nous sommes arrivés en 72 où ils ont décidé de prendre cette partie du territoire du Southern Cameroun qui les avait rejoints, de le phagocyter et de faire ce qu'ils ont appelé l'unité nationale. Et donc ils ont dit, désormais c'est la République unie du Cameroun. Vous voyez que Southern Cameroun ou Cameroun anglophone était déjà en train de disparaître. Tout ce que je vous dis là, les Wandje et consorts avaient vu ça. Et c'est pour ça que les gars continuaient la lutte. Les Wandje et consorts avaient vu ça. Avaient vu tout ce schéma-là. Parce qu'après 72, quand Paul Biya arrive, c'est Paul Biya qui a travaillé sur tous ces dossiers. Parce qu'il avait été mandaté spécialement par la France. Avec une lettre de recommandation vers Aïdjo. En 1962, quand il est arrivé là, son dossier, c'était le dossier là. Il fallait récupérer cette partie du territoire du Cameroun anglophone qui avait du pétrole. C'est pour ça qu'en 1984, Paul Biya décide d'appeler le Cameroun la République du Cameroun. Au mépris de la Constitution, au mépris des lois. Et donc, on oublie dans l'histoire qu'il y a une partie qui a rejoint le Cameroun, qu'en réalité, la République du Cameroun, c'est le Cameroun français de l'époque, qui ne comptait que 425 000 km². Aujourd'hui, on a la République du Cameroun qui compte 475 000 km² des poussières. D'où viennent les 50 000 km² et plus? Ça, c'était le combat des Wandje, parce que les Wandje avaient vu tout ça. Les Wandje avaient compris ce qui se passait, les manigances qu'il y avait autour pour phagocyter les ressources du Cameroun. C'est-à-dire la France avait tout mis en œuvre. Tout mis en œuvre pour phagocyter les ressources du Cameroun. On est quitté d'un Cameroun francophone, avec des accords avec la France, un Cameroun qui ne comptait que 425 000 km², à un Cameroun francophone qui compte 475 000 km², à qui on a imposé tous les accords signés par la France à l'époque. Comment est-ce que vous comprenez ça? Comment est-ce que c'est normal? Comment est-ce que c'est possible? C'était ça la lutte des Wandje. Les Wandje ne voulaient plus que la France ait quelque chose à voir avec le Cameroun. C'est pour ça que les Wandje étaient en guérilla. Ils étaient dans le maquis. Ils combattaient farouchement la France. Les soldats français. Parce que tout ce plan-là était mis sur pied et ils étaient au courant de tout ça. C'est à cause de la France que le Cameroun est en guerre aujourd'hui dans sa zone anglophone. Parce que si on avait respecté les accords, si on avait respecté le processus initié par Oumniobé à l'époque, on n'aurait pas la guerre anglophone aujourd'hui. C'est-à-dire que travailler d'abord sur la réunification des deux territoires camerounais qui avaient été divisés, ensuite
parler de l'indépendance, on n'aurait jamais eu la guerre anglophone qu'il y a aujourd'hui. La guerre anglophone qu'il y a aujourd'hui là, c'est une guerre voulue par la France. Et c'est ce que les Ernest Ouandjé voulaient éviter. Donc quand les gens disent qu'on avait reçu l'indépendance, non, pourquoi ils étaient encore dans le maquis? Ils étaient dans le maquis parce qu'il n'y avait pas d'indépendance. Comment vous pouvez être un territoire uni? On vous divise en deux. On vous partage. Et un jour, vous vous levez, vous dites que, bon d'accord, nous on n'accepte qu'une partie de ce territoire qui a été divisé accède à l'indépendance sans l'autre partie du territoire. It doesn't make sense. Ça n'a aucun sens. On prend une partie, on prend le Cameroun comme il était avant, on le divise. Et puis il y a une partie qui dit, ok, bon, même si on nous a divisé, ce n'est pas grave, nous on va seulement prendre l'indépendance. L'autre partie du Cameroun, on s'en fout. C'était une manière de céder, n'est-ce pas, ou d'abandonner une autre partie du territoire camerounais. Chose que les nationalistes, quand vous entendez le nom nationaliste là, vous pensez que c'est quoi? Chose que les nationalistes là ne voulaient pas. D'ailleurs, je vais vous rappeler que quand les gars se battaient et qu'il fallait, n'est-ce pas, reculer pour mieux sauter, c'est du côté anglophone que les gars partaient se réfugier. Hein. Parce que la France et les Haïdjo n'avaient pas le droit de traverser la frontière pour aller au côté du Cameroun anglophone. C'est de ce côté-là que les gars trouvaient refuge. C'est de ce côté-là que les gars s'exilaient. Donc, vous imaginez que les gars travaillent également avec les leaders anglophones là, dans le but de réunir notre territoire camerounais qui avait été divisé par les colons. Avant de parler d'indépendance, l'indépendance ne fuyait pas. Ça ne fuyait pas. Il fallait réunir les deux territoires du Cameroun. Alors quand les Limbelobé viennent nous raconter les histoires à dormir debout, que pourquoi ils ont continué la lutte alors qu'on avait eu l'indépendance, posez-leur les questions de savoir quelle indépendance. Quelle indépendance? Voilà. Donc, ça, c'était la lutte d'Ernest Ouandjé. Et je vais vous rappeler que c'est Ernest Ouandjé qui s'est rendu de lui-même. Hein. On ne l'a pas arrêté. Il s'est rendu de lui-même. Il est parti se rendre dans une gendarmerie. On ne l'a pas arrêté. Je comprends que vous ayez mal quand vous voyez tout ce qui est en train d'arriver dans notre pays aujourd'hui. Mais je vais vous rappeler un truc. Ne cédez pas à la provocation. Restons les maîtres du jeu. Quand tu es un joueur de dames, tu dois toujours être celui qui contrôle le jeu. Parce que si tu laisses ton adversaire contrôler le jeu, il t'a déjà battu. Parce que tu vas pousser les pions comme il veut. Or, c'est nous qui menons le jeu. Ce n'est pas eux. Ne cédons pas à leur cacophonie qu'ils sont en train de vouloir créer. Ce n'est pas parce qu'un voyou comme Elimbi Lobé dit que Ernest Ouandjé est un bandit que ça va changer les faits historiques. Ce n'est pas parce qu'un les voyous comme les Mathias Eri Komonangini disent que Ernest Ouandjé était un brigand que ça va changer les faits historiques. C'est insultant. C'est de la calomnie. Mais ça ne changera en rien les faits historiques. Et apprenez souvent à expliquer à ces gens que pour parler des héros nationalistes, des vrais héros nationaux, il faut être d'abord soi-même une personne qui a déjà prouvé quelque chose. Je vous demande un truc. Elimbi Lobé travaille quoi? Mettez les cœurs. Mettez les cœurs là. Parce que j'ai l'impression que vous ne tapotez pas assez. Mettez beaucoup de cœurs d'abord avant qu'on continue. Sinon, un modo coupe d'abord les commentaires. Parce que j'ai comme l'impression que les commentaires vous empêchent de tapoter.
Elim Bilobé travaille quoi? Sa profession, c'est vendeur de terrain. Remettez les commentaires dans 2 minutes quand ça aura atteint au moins déjà 50K. Ouais, quand on empêche les gens de commenter comme ça, là, ils ont la rage. C'est juste pour que vous puissiez tapoter. C'est tout. Elim Bilobé travaille quoi? Il travaille dans quoi? C'est un vendeur de terrain. Remettez les commentaires, s'il vous plaît. Remettez les commentaires. Parce que moi-même, j'ai mal à la place des personnes qui aiment commenter. Remettez les commentaires, je vous en prie, les modos. Elim Bilobé travaille quoi? Il travaille dans quoi? Qu'est-ce qu'il a déjà fait de sa vie? Pourquoi on le présente aujourd'hui comme étant un homme politique? Voilà. D'autres disent que c'est un témoin de Jéhovah, d'autres disent que c'est un joueur de TSC. Voilà. Donc si vous laissez les gens comme ça mener la danse du débat politique et vous suivez, mais ça veut dire que vous êtes foutus. Hein? Ça veut dire que nous sommes foutus. Les gens comme ça répondront devant l'histoire. Tout ceci est fait à dessein pour qu'on ne parle pas du bilan du RDPC. Tout simplement. Pour qu'on ne parle pas du bilan du RDPC, il faut s'aimer la haine tribale, la zizanie, vandaliser les boutiques des gens, chasser les gens d'une zone du Cameroun, faire du sale, juste pour qu'on ne parle pas du bilan. Si leur bilan était positif, même à 20%, les gars devaient quand même venir nous exposer sur la table que bon, vous voyez, nous on avait fait ceci, on a fait cela, c'est monté, c'est descendu. Qu'est-ce que Paul Biya et son régime ont fait pour le Cameroun? Si ce n'est le piller. Même un stade qui porte son nom, il a été incapable de réaliser. Après avoir endetté le Cameroun jusqu'à... pour construire ce stade-là. Le stade le plus cher de l'histoire du monde mondial. Jamais achevé. Et après, vous allez voir des Kouniafés qui vont venir nous parler de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est leur unité de mesure là-bas, la Côte d'Ivoire. Ils veulent se comparer à la Côte d'Ivoire. Vous pouvez vous comparer à la Côte d'Ivoire? Ce que le président Ouattara a fait en 10 ans, Paul Biya n'a pas pu faire ça depuis 1962. Depuis 1962, Paul Biya a été incapable de réaliser les 2% de ce qu'Alassane Ouattara a fait en 10 ans, 15 ans. Le débat se situe au niveau du bilan. Et non de ce que Maurice Kamto fait. Oh, vous voyez Maurice Kamto, vraiment, il a pété. Vous voyez Maurice Kamto, vraiment, il a porté la chaussure, c'était tordu. Vraiment, il ne sera pas président. Maintenant, Maurice Kamto ne doit pas être président. Tous les jours sur les chaînes, les plateaux de télé, c'est le nom de Maurice Kamto. Les plateaux de télé de haine, de propagation de la haine, c'est le nom de Maurice Kamto. Matin, midi, soir, c'est Maurice Kamto. Mais est-ce que c'est Maurice Kamto qui dirige le Cameroun depuis là? Est-ce que c'est Maurice Kamto qui dirige le Cameroun depuis? Donc vous pensez qu'aller saccager le tombeau d'Ernest Ouandjé va empêcher que Maurice Kamto soit président? Mais vous voyez la bassesse des gens qui nous dirigent. Ils sont tellement ridicules. Vous voyez des ignares sur les plateaux télé, ils passent leur temps à dormir et à rêver de Maurice Kamto. Ils vont prendre le savon, ils vont creuser un trou dedans pour essayer de se masturber avec le nom de Maurice Kamto. Mais Maurice Kamto vous a dit qu'il n'a pas de femme.
Pourquoi vous parlez de Maurice? Vous fantasmez sur lui matin, midi, soir. Il vous a dit qu'il n'a pas de... Vous ne voyez pas maman Julie là d'abord comme elle est belle, pimpante, rayonnante, toujours bien debout. Elle n'est pas en djouksa comme celle-là qui porte les perruques Mamie Touf là. Qui gaspille tout l'argent du Cameroun rien que dans ses perruques. Quand vous regardez maman Julie Kamto, comment est-ce qu'elle est élégante et comment est-ce qu'elle tient son foyer? Vous pensez que le président Maurice Kamto peut être votre goût? Non. C'est Julie Kamto qui est le goût de Maurice Kamto, pas vous. Vous allez fantasmer sur lui fatigué. Ça ne va rien changer à la donne. Maurice Kamto est le futur président de la République du Cameroun. Notez ça. Je ne cesserai de vous le rappeler dans tous mes directs, toutes mes sorties, tout. Je vais toujours vous rappeler cette vérité qui vous fait mal. Ça vous blesse. On dit que ouais, est-ce que vous connaissez l'avenir? Oh, c'est monté, c'est descendu. Non, on essaye de calculer la probabilité et on se rend compte que c'est comme ça. Vous pensez qu'on envoie la fusée dans l'espace comment? On fait un calcul de probabilité. On calcule la trajectoire, on calcule la vitesse, on calcule tout ce qu'il faut calculer. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit, ah oui, c'est possible que ça arrive à tel niveau. Pensez qu'on lance les satellites comment? C'est un calcul de probabilité. Et quand on fait tous ces calculs-là au Cameroun, on se rend compte que c'est Maurice Kamto. Naï, il n'y a personne d'autre. S'il y a une autre personne, dites-moi qui. Dites-moi qui. On peut débattre dessus. Hein. Aïe, Bamileke qui es-tu arrivé? Quand Bamileke qui es-tu arrivé, le live, oulala, les partages de ça, merci beaucoup à toi. Il n'y a que 3 candidats qui peuvent renverser Paul Biya au Cameroun. 3. Je vous donne les noms. Ils sont seulement 3 qui peuvent renverser Paul Biya au Cameroun. 3 candidats. Dès que vous atteignez 50 cas, je vous donne les noms. Tapotez, je vous donne les noms des 3 candidats capables de renverser Paul Biya. Seulement 3. Il n'y a pas plus. Vous voyez, non? Vous voyez mon doigt là, non? 3. 1, 2, 3. Ils sont seulement 3. Ils sont seulement 3 au Cameroun capables de renverser Paul Biya. Et ces 3 candidats, je vous le dis, c'est Maurice Kamto, président. C'est la Sainte Trinité. Vous doutez? Moi, je n'ai aucun doute. Allez leur dire ça. Oui, je sais que les 2 premiers pouvaient être faciles, mais le 3e était compliqué. Merci beaucoup, la girafe.